C'est pas le lieu de discours aujourd'hui réellement, c'est aujourd'hui la journée mondiale du réfugié. Et en tant que parrain de l'URIF, je tiens à féliciter l'URIF pour cette très belle organisation. Et je tiens aussi à féliciter toute l'assistance pour être venue massivement. Et ça montre effectivement que les Ivoiriens que nous sommes sont concernés par la question des réfugiés. C'est une réalité. J'ai eu des appels officiels d'Abidjan qui se sont intéressés à cette journée mondiale du réfugié. Donc je leur ai confirmé que j'étais le parrain de l'URIF. Et j'ai dit à ces officiels-là, dont je tairai le nom pour l'instant, que c'est la politique de la Côte d'Ivoire actuelle qui fait qu'il y a des réfugiés politiques ivoiriens en France et partout dans le monde. Et que moi, je soutenais cette action des réfugiés politiques et partout où je passerai, je parlerai des réfugiés politiques. Et de leur réalité, je parlerai de l'URIF. Voilà. Ça, c'est déjà, c'est aussi un combat médiatique qu'on a mené, qu'on n'a pas raté, qu'on n'a pas perdre. Parce que le pouvoir d'Abidjan a tendance à faire croire au monde entier qu'il n'y a pas de réfugiés politiques en Côte d'Ivoire. Et en France également. Nous, partout où nous passons, nous disons qu'il y a des réfugiés politiques ivoiriens en France. Que la Côte d'Ivoire c'est une dictature et que Ouattara c'est un dictateur, ce n'est pas un démocrate. Et ça c'est un combat à mener, je crois que ce combat doit être gagné. Alors, je ne vais pas être trop long. L'URIF est une association apolitique. Et donc, moi je suis là en tant que parrain de l'URIF et non en tant que président d'un parti politique. Mais en même temps, je tiens à assurer l'URIF et les exilés ivoiriens que les responsables politiques en Côte d'Ivoire sont très concernés par la question des exilés politiques et des réfugiés politiques. Politologue, expert en action humanitaire, monsieur le représentant de l'URD Angleterre, monsieur le président du RPCI AC, Alternative Collective, mesdames et madame la représentante, madame la responsable des réfugiés à la délégation du FPI France, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous dire merci pour vous être déplacés pour soutenir les réfugiés ivoiriens en France à la commémoration de cette journée super importante qui marque la reconnaissance internationale de tous les persécutés, de tous ceux qui sont traqués dans leur pays et qui cherchent une terre d'asile pour se réfugier. D'où le nom réfugié. Avant d'engager mon propos, je voudrais quand même expliquer techniquement, pour ne pas être long, ce que veut dire le terme réfugié. Le réfugié, c'est celui-là même qui quitte son pays pour des questions, pour des problèmes politiques, pour des problèmes de persécution ethnique, religieux ou d'appartenance à un groupe, pour trouver dans un autre pays un refuge. Donc aujourd'hui nous avons plus de, selon les statistiques du ICR, plus de 52 millions, je crois si je ne me trompe, de réfugiés dans le monde. Et justement, c'est pour cela que cette journée du 20 juin a été consacrée par les Nations Unies,
une journée internationale des réfugiés pour que tous les pays signataires de la Convention de Genève puissent justement remettre au bout du jour la protection des réfugiés, les droits des réfugiés et les acquis des réfugiés. Donc l'URIF, l'Union des réfugiés ivoiriens en France, que je dirige, a voulu marquer d'une pierre blanche cette journée. Et donc tout à l'heure, il y aura une déclaration officielle qu'on va faire après la table ronde, qui sera notre motion. Et je ne vais pas être long parce qu'on avait décidé de faire cette cérémonie à 18 h. Et là, il est pratiquement à 20 h. On va aller au bout du sujet par l'instant du professeur Gali, nous entretenir sur le thème droits et devoirs des réfugiés dans sa terre d'accueil. Je vous remercie. Voilà. Michel Baron, ancien directeur général du Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, exilé donc en France par la force des choses. Merci de votre présence, de m'avoir invité. Salutations à tout le monde, à Madame la Ministre, à Monsieur le Président, à la voix du chanteur que je lis tous les jours sur les réseaux sociaux, à toute l'assistance. Donc, je vais prendre la question à la fois comme politologue et humanitaire, puisque je donne des cours de sciences politiques où toutes les années je fais un cours sur les réfugiés et déplacés, donc on va voir la différence. Et puis aussi, je sors de 2 jours de colloque, et vous m'excuserez de partir peut-être un peu plus tôt tout à l'heure, comme administrateur d'Action contre la faim, qui est la 2e ONG française, dont les réfugiés et déplacés sont des secteurs d'activité importants pour leur apporter, par exemple, bien évidemment, le nom de notre ONG le dit, de l'alimentation, mais aussi creuser des puits, mais aussi l'appui à la santé mentale, et tout ça avec des dons des institutions internationales, le PAM pour l'alimentation, on y reviendra si vous voulez des détails techniques, l'UNICEF pour les écoles, et bien sûr le HCR qui est l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. Il y en a qui ne sont pas officiels et qui sont d'ordre plus privé, comme l'OIM, l'Organisation internationale des cellules de réfugiés. Alors, moi je me permets de vous féliciter, puisque comme vous savez, j'ai passé de nombreuses années en Côte d'Ivoire, et je suis, jour par jour, j'écris sur ce dossier parmi d'autres sur votre pays. Mais en tout cas, l'idée d'abord de créer une association qui se transformera peut-être en organisation non gouvernementale si elle a les accréditations, me paraît excellente. Et je me permets de faire un parallèle avec ce qu'on a créé il y a 2 ans avec certains de vos compatriotes ou des Français comme Jacqueline Chamois, puisqu'on a créé dès début 2012, au moment où il y avait des persécutions à l'intérieur de votre pays, un comité pour la défense des prisonniers politiques ivoiriens. Et puis il y a eu un certain nombre d'actions. Et en tout cas, cette notion de nomination, quand les gens sont persécutés à l'intérieur du pays, nous les avons nommés prisonniers politiques. Et ça, c'est très important, c'est un acte militant, voire un acte politique, qui a de l'effet, qui a des conséquences. Ce non pas un par un, actuellement ils sont 750, mais c'est des prisonniers politiques. Donc cet acte de nomination, qui est à la fois linguistique, politique et militant, a des effets concrets pour eux, donc ils relèvent effectivement d'organisations désormais comme Amnesty International, avec lesquelles nous avons des liens. Et de même, pour les réfugiés, c'est comme le disait Petit Dolci, il y a des démarches individuelles, mais aussi ce sont ce que j'appelle le peuple des invisibles, que ce soit dans les pays alentours ou ici en France. Ce sont des gens qui, jusqu'à votre association, n'avaient pas de nomination officielle, sauf pour certains nombre d'entre eux qui ont eu la chance de se faire individuellement, une fois encore, les démarches de l'OFPRA, etc., d'avoir le statut de réfugié. Donc, vous occupez d'une population d'invisibles qui, en tout cas en France, méritait et demandait à être nommée en tant que telle. Et ça a des effets, effectivement, très importants qu'une association de loi, je suppose, 901, hein, puisse, officiellement reconnue, et sans doute de plus en plus, puisse les accompagner individuellement. Hein. Il y a des associations sans doute françaises qui s'en occupent, comme Logistique, comme Amnesty ou autre, mais c'est important qu'il y ait une association ivoirienne, disons franco-ivoirienne, qui puisse s'occuper d'eux
les nommer et les mettre dans un circuit où, comme vous l'avez dit, il y a des droits et des devoirs. Donc, en tant que politologue, je vais faire une esquisse extrêmement rapide, puisque c'est au début du XXe siècle que ce concept est né, hein, et la Société des Nations, dans l'entre-deux-guerres, s'est occupée déjà de réfugiés. Même si vous avez cité, à juste titre, la Convention de Genève de 1958, qui organise effectivement les droits et les devoirs, y compris les droits dans le pays d'accueil. Donc, il y a parmi les 52 millions de réfugiés dans le monde, il y en a les 2/3, si je ne me trompe pas, qui viennent d'Afrique, et il y a toute une querelle sur le nombre et sur les statuts, puisqu'effectivement, les organisations internationales, les agences des Nations Unies ou les ONG distinguent de manière simple et un peu simpliste les réfugiés, donc qui se réfugient, comme le nom l'indique, dans un pays extérieur, hein, et les déplacés de l'intérieur du pays. Donc, en période de guerre, il se peut que les déplacés soient plus importants que les réfugiés, ou bien l'inverse, avec des cas extrêmement complexes. Je reviens du Tchad il y a 2 mois, et au Tchad, tous ceux qui sont partis de Centrafrique et qui se sont réfugiés soit aux limites du Tchad, côté centrafricain, ce sont des déplacés, côté tchadien, ce sont des réfugiés. Aux portes de N'Djamena, j'ai vu un cas dans des conditions épouvantables, ce sont là encore des réfugiés. Mais ces réfugiés au Tchad sont en fait des Tchadiens qui sont depuis peut-être une génération, parfois 20 ans, parfois 10 ans, en N'Djamena. Donc vous voyez, il y a des situations extrêmement complexes. Alors peut-être vous allez nous le dire, mais combien sont-ils au Libéria, un pays que j'ai connu pendant la guerre, au temps de Charles Taylor, combien sont-ils au Ghana? Et je conclurai sur ça tout à l'heure. Je reviens du Togo, où j'ai fait un article que vous pouvez trouver d'ailleurs dans le Monde diplomatique du mois de juin. Grâce au ministre Brossaï, je suis allé visiter un camp de réfugiés ivoiriens au Togo. Donc j'ai fait un peu de terrain. Et on va se poser la question de aussi comment les aider. Vous nous direz comment les aider en France, et moi je voudrais le repasser dans le cadre des réfugiés de Côte d'Ivoire à l'étranger. Alors ces chiffres, effectivement, on les discute parce qu'une partie des réfugiés, ici ou là-bas, donc au Libéria, au Ghana, au Togo principalement, ne s'enregistrent pas. Ils ne s'enregistrent pas auprès des organisations officielles ou des États pour des raisons simples. C'est qu'il y a des populations, des peuples ennemis qui sont transfrontalières, donc notamment entre Côte d'Ivoire et Ghana depuis 1989, quand Charles Taylor est parti de Danané pour envahir le Libéria et lutter contre l'armée de Samuel Doe. Il y a eu des allers-retours des populations des 2 côtés de la frontière, et un certain nombre d'entre eux s'installent dans les villages, au fond frères, puisqu'ils passent à la frontière, soit les Dents, que vous pouvez appeler Yakuba, soit les Oué ou Guéré qui s'installent chez les Crans côté Libéria. Ils s'installent d'abord en densifiant les villages qui sont les villages frères. Et de plus en plus, les ONG travaillent en même temps avec les villages d'accueil et les réfugiés. Donc, il y a une querelle sur ces chiffres. Je crois qu'officiellement, on les estime en ce moment à 66 000 réfugiés. Il y en a probablement le double. Vous allez peut-être nous donner des chiffres pour la France, que je ne connais pas, puisqu'au fond, c'est ce que j'ai appelé le peuple des invisibles. Ils sont encore inconnus et non dénombrés. Mais vous avez peut-être une estimation. Alors effectivement, à l'échelon international, les agences des Nations Unies, les ONG internationales, les ONG locales s'occupent d'eux plus ou moins bien. Hein, donc je vais finir mon intervention en parlant de ce que j'ai vu au Togo, hein, puisque envoyé spécial du monde diplomatique dans une dictature, il n'était pas possible il y a 2 mois pour moi d'aller officiellement dans ce camp, on l'aurait refusé. Alors je suis passé un peu à l'africaine et beaucoup à l'ivoirienne par vos compatriotes, notamment le ministre Brossaï qui à l'époque était encore à Lomé, qui a appelé quelqu'un dans le camp, donc on y est allé discrètement, on est allé dans une sorte de maquis de bord de mer, et on a appelé les gens du camp pour venir parler avec nous, hein, pour pas trop nous signaler, se faire interpeller par les miliciens ou la police ou l'armée togolaise. Et on a eu un certain nombre d'informations sur ce camp d'Azevedo dont vous avez sans doute entendu parler, et qui a été réprimé très fortement par l'armée togolaise l'année précédente, hein, en 2013. Il y a des discussions à savoir si l'armée et la police ont tiré à balles réelles ou en balles en caoutchouc. En tout cas, il y a eu des répressions très dures.
Et il y a eu un rôle absolument inqualifiable, je suis prêt à le dire et l'écrire publiquement, du HCR, qui a au fond coupé les distributions de vivres dans ce camp, hein, et à tel point qu'il y a eu des émeutes de la faim avec des femmes et des enfants qui disaient tout simplement on a faim, et on leur offrait des formations complètement inadaptées, par exemple de petits métiers, d'activités vivrières, soi-disant génératrices de revenus, et surtout on voulait les forcer, ceux qui en dehors du mandat de HCR, de revenir en Côte d'Ivoire. Donc j'ai des noms, des cas et des dates où il y a au moins 3 personnes qui sont revenues plus ou moins contraintes et forcées et qui ont été tuées en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, évidemment, par les pro-Ouattara. Donc, que ce soit dans ce cas, que ce soit au Ghana, vous connaissez tous, du ministre Lida Kwasi à Charles Bégoudé, des collusions entre le gouvernement actuel ivoirien et les gouvernements de ces pays, en dehors de toute légalité internationale, soit des inconnus, ce que j'ai appelé les individus, soit des personnes au contraire très connues qui ont été rapatriées de force et qui ont laissé la vie ou qui ont été torturées. Et le HCR n'a pas mandat ni de rapatrier de force, ni d'affamer des populations. Donc moi, en liaison avec les anciennes associations du camp et un député ivoirien en exil, je ne sais pas son nom, mais qui est en exil au Togo, je leur avais proposé de m'envoyer de la documentation sur ce camp, sur ce qui est arrivé. Et peut-être, vous savez que le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies à son siège à Genève, de publier un article, au fond accusatoire, dans la Tribune de Genève, le grand journal suisse. Bon, pour le moment, je n'ai pas reçu la documentation de là-bas, mais il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et de même pour vous, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour au moins informer, peut-être pas de manière polémique, mais informer les médias français sur la situation des réfugiés français et leurs difficultés, des réfugiés ivoiriens en France, hein, je voulais dire, et de leurs difficultés peut-être à faire leur démarche, puisqu'il faut que l'OFPRA, l'Office qui s'occupe des réfugiés en France, reconnaisse le fait qu'il y ait des persécutions politiques en Côte d'Ivoire en ce moment, ce qui pour moi et pour vous est évident, mais reste à ce que l'institution qui s'occupe des réfugiés leur accorde ce statut et reconnaisse le problème avant de leur donner officiellement, de les enregistrer, leur donner tous leurs droits de réfugiés ivoiriens en France. Bon, je vous remercie, je m'arrête là, avant de passer la parole au président. Voilà. Professeur Michel Gali, concis, précis, et on va dire un peu près. Bonsoir aux parrains de l'IRIF. À notre niveau, au niveau de l'URIF, on a voulu, le président l'a dit, on a voulu marquer cette journée d'une pierre blanche parce que c'était important qu'on se rende visible au niveau du paysage français. Que les Français sachent qu'il y a une association de réfugiés des Ivoiriens en France. C'était important. L'affichage était très important pour nous. On a des amis, des frères ivoiriens qui sont réfugiés, mais qui malheureusement ont peur de se présenter, qui ont peur de se montrer. Or, être réfugié, c'est déjà très difficile, et ne pas avoir de documents administratifs, c'est encore plus compliqué. Parce que du jour au lendemain, on peut vous rapatrier, on peut vous faire partir, etc. Et donc, moi, au lieu, plutôt que de dire, de parler des droits et autres, moi, je voudrais peut-être lancer un appel, dire à tous les frères et sœurs qui sont là, présents, de dire autour de vous, si vous avez des frères qui sont réfugiés, il ne faudrait pas qu'ils craignent. Il faut qu'ils viennent plutôt rencontrer les responsables de l'URIF. Notre rôle, c'est d'encadrer, c'est d'aider nos frères à avoir leurs documents administratifs ici. Ici, quand tu n'as pas de papier, tu es plus qu'un animal. Même un chien dans la rue, il a des documents. Et si tu n'as pas de papier, une voiture peut t'écraser et puis c'est rien, ça passe, tu n'as pas de nom, tu n'existes pas. Et donc, dites à nos frères et sœurs qui sont dans cette situation de ne pas avoir peur, de venir nous rencontrer, on va les aider. Le président le dira peut-être à la fin de la manifestation, mais nous donnons pour mission d'accompagner nos frères, parce que parmi nous, au niveau de l'URIF, il y en a qui ont déjà leurs documents administratifs et d'autres non.
Généralement, les gens y vont individuellement, ils vont à l'OFPRA individuellement, sans préparation. Il faut une préparation. Nous qui étions en province, on a eu cette chance-là d'être encadrés, parce que moi, quand je suis arrivée à Grenoble pour demander mes documents, la préfecture de Grenoble m'a orientée vers une association qui s'appelle La Relève. Et au niveau de La Relève, on m'a confié à une assistante sociale dont c'était la mission de m'aider à réussir mon passage à l'OFPRA, de réussir le passage. Parce que là-bas, ils ont des questions pernicieuses, souvent ils ont des questions très bizarres, et quand tu ne réponds pas avec clarté, on te refuse le document. Et ça, il faut que nos amis, nos frères qui sont dans cette situation le sachent et qui viennent nous rencontrer, nous qui avons déjà fait ces expériences, on pourra les aider, les accompagner, les encadrer, leur montrer les ficelles qu'il faut utiliser pour avoir ces documents au niveau de l'OFPRA. Ce n'est pas très évident parce que vous avez l'impression que vous passez un examen de passage. Ils sont l'inspecteur est assis là et il connaît tout de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ont spécialisé les gens par pays. Ils connaissent tout dans les moindres détails. Moi, les questions qu'on m'a posées, c'était uniquement sur le FPI. Ils m'ont dit comment est-ce que le FPI est organisé. Eh bien, j'ai dit, mais ça, c'est du Père béni. Et j'ai tout donné. J'ai dit, vous voulez que je vous en ajoute encore? Sinon, dans les villages, il y a des organisations du FPI. Vous voulez que je dise? J'ai dit, non, c'est bon, ça va. Donc, si, par exemple, on ne sait pas toutes ces choses et qu'on essaie de biaiser un peu, de ne pas être vraiment dans la vérité, ils ont toujours quelque chose pour vous contrecarrer et pour vous refuser le document. Donc, c'est pour ça que moi, je voudrais lancer un appel, dire à nos frères et sœurs de venir rencontrer l'URIF pour qu'on puisse les aider, les encadrer à avoir le papier. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur. Ce n'est pas en venant ici à une réunion qu'on va les attraper dans la rue. Non, il ne faut pas qu'ils rasent les murs, il faut qu'ils viennent vraiment rencontrer les responsables de cet outil-là qu'on a mis en place justement pour les encadrer, pour les accompagner. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Donc j'ai l'honneur de lire la déclaration de l'URIF à l'occasion de cette journée internationale des réfugiés. Déclaration de l'URIF à l'occasion de la journée commémorative internationale en faveur des réfugiés. Paris, le 20 juin 2014. Les guerres et les affrontements armés sont les principales raisons de déplacement massif des populations. D'après un nouveau rapport publié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de la moitié des réfugiés viennent de seulement 5 pays en guerre. L'Afghanistan, la Somalie, l'Irak, la Syrie et le Soudan. Le reste sont originaires des pays comme la Centrafrique, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Mali, l'Algérie, la Mauritanie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, et j'en passe. La progression d'ensemble du chiffre des demandes d'asile dans les différentes régions européennes sont un signal fort du drame que provoquent ces conflits qui, pour la plupart, tiennent leur source dans des intérêts impérialistes. En France, l'OFPRA et la CNDA ont publié l'ensemble des données statistiques concernant le traitement des demandes d'asile pour l'année 2013. Ce sont 6 251 demandes d'asile, réexamens et mineurs accompagnants compris, qui ont été formulées auprès de l'OFPRA, soit une augmentation de 7,8% par rapport à l'année précédente. Comme en 2012, le premier pays d'Afrique de provenance des demandeurs d'asile est la République démocratique du Congo, RDC, avec un nombre de demandeurs de 4 284 dossiers. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste, en se positionnant au 7e rang. La crise post-électorale qu'elle a connue en 2011 reste donc la principale cause du déplacement massif des populations ivoiriennes vers d'autres destinations comme le Libéria, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Maroc, etc. En France, l'OFPRA a relevé environ 836 dossiers de demande d'asile en 2013, de ressortissants ivoiriens, parmi lesquels bon nombre se réclament personnes favorables au Front populaire ivoirien ou proches du régime déchu
par les âmes du président Laurent Gbagbo. Selon le rapport 2013 de l'OFPRA, même si, et je cite, le retour récent en Côte d'Ivoire des cas du régime du président déchu, Laurent Gbagbo, doit être signalé, la situation des personnes considérées comme favorables au FPI reste instable, tandis que le contexte sécuritaire demeure préoccupant, notamment dans l'ouest du pays. Ce sont des propos tenus du rapport de l'OFPRA. Ainsi donc, les conditions d'un retour dans notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, restent incertaines, vu que l'indice sécuritaire reste toujours délétère et préoccupant, et cela malgré les appels à la réconciliation. Le 20 juin donc, marque la journée commémorative internationale en faveur des réfugiés. Cette journée est organisée en l'honneur des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées, des apatrides et des personnes de retour dans leur pays, du monde entier, et ce, afin de saluer leur envie et leurs espoirs en une vie meilleure. Cette journée est relayée dans de nombreux pays par des activités et des actions visant à faire connaître la situation particulière et l'urgence dans laquelle se trouvent environ 43 millions de réfugiés selon le HCR. Cette occasion est celle qu'a choisie l'Union des réfugiés ivoiriens en France, l'URIF, pour sensibiliser et informer les réfugiés ivoiriens sur leurs droits et devoirs dans leur pays d'accueil, mais également d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur le cas des réfugiés ivoiriens. À ce propos, le dernier rapport du HCR révèle qu'il existe encore plus de 46 000 Ivoiriens réfugiés au Libéria. Vivre en exil n'est pas chose aisée, disait Antonio Guterres, haut-commissaire des réfugiés. Il décrivait ainsi la souffrance des réfugiés à travers ces paroles fortes que je cite. Tout laisser derrière soi, tout de ce qui nous a été cher et précieux, c'est-à-dire se retrouver projeté dans un avenir incertain, en un milieu étranger. Vous représentez le courage qu'il faut pour vivre avec la perspective de devoir passer des mois, des années, peut-être même toute une vie en exil. C'est pourquoi, en cette journée mondiale des réfugiés, l'URIF exhorte les autorités de tous les pays d'accueil en général, et françaises en particulier, notamment les officiers de l'OFPRA, à redoubler d'efforts pour évacuer tous les dossiers ivoiriens en souffrance depuis plus d'1 an, afin de permettre enfin aux demandeurs d'asile ivoiriens qui ont déjà perdu et tout perdu, d'espérer une nouvelle vie, d'entrevoir un nouvel avenir dans la paix et la sécurité, afin que leurs familles puissent se réunir. Encourage les autorités des pays d'accueil à accompagner les réfugiés à l'intégration locale dans leur pays d'exil. Demande que les réfugiés qui veulent rentrer chez eux puissent bénéficier d'un accompagnement approprié, c'est-à-dire au rapatriement librement consenti. L'URIF reste attaché au principe sacro-saint que la vie d'un être humain est ce qu'il y a de plus cher, de plus humaniste dans une société, et qu'elle mérite donc d'être préservée. L'URIF voudrait partager les souffrances des réfugiés de tous les pays, particulièrement les réfugiés ivoiriens dans les camps du Libéria, du Ghana, du Togo, du Bénin, et les Ivoiriens déplacés internes, réfugiés dans leur propre pays, vivant dans des conditions épouvantables. L'URIF encourage le HCR et tous les organismes qui s'occupent des problèmes de réfugiés et exilés et de la protection de leurs droits. L'URIF voudrait donc remercier tous ceux qui sont déplacés pour l'assister dans cette cérémonie. Je vous remercie. Fait apparaître.
Voilà, déclaration de l'Union. Pour remercier Monsieur le représentant de l'URD pour le don, pour ce geste de générosité que nous prenons avec beaucoup de bonheur pour ce qu'il a fait. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a fait parler son cœur. En tout cas, mon très cher frère, les mots me manquent pour te remercier. Mais tout le bureau et moi, tout le bureau se joint à moi pour vraiment vous remercier. Je voudrais remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir assister à cette cérémonie. Et je déclare la cérémonie terminée. Je vous remercie. Okay.